J'invite Madame Gauthier, donc directrice de l'offre médico-sociale à l'Agence régionale de santé de PACA, Madame Laurence Lanata, donc directrice des missions éducatives à la direction régionale PJJ, voilà, Monsieur Coiplet, donc directeur de la DRJACS PACA, et Monsieur Faure, que je n'ai pas encore salué, donc qui est directeur de l'autonomie au Conseil départemental du Var. Et je vous remercie également du temps que vous m'avez consacré en amont la semaine dernière ou cette semaine pour préparer cette table ronde, parce que ce n'est pas d'un grand confort quand on n'est pas du territoire d'animer une telle table ronde. Voilà. Mais il faut sortir de sa zone de confort de temps en temps. Voilà. Mais je vois que les problématiques sont évidemment un peu identiques au-delà de l'ouest et du sud. Donc voilà, ces contacts m'ont permis d'affiner quelques questions avec vous. Donc, je crois qu'on a jusqu'à midi 1h moins 20, non? Est-ce que Monique me confirme ça? Où est-ce qu'elle est, Monique? Bon, Géraldine me dit oui. Voilà, donc Géraldine me dit oui. Je vais me rapprocher de vous parce que je trouve que c'est plus agréable. Donc, Monsieur Coiplet, je vais commencer par vous, puisque Géraldine a terminé sur les politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, et donc l'honneur est à l'État d'abord. Donc vous avez compris que les associations de lutte contre la pauvreté et l'exclusion étaient un peu inquiètes donc depuis l'été, avec les différentes annonces, je n'y reviens pas, des stop and go peut-être, comment on perçoit un peu les choses. Le collectif Alerte qui a rencontré le Premier ministre la semaine dernière, donc le collectif Alerte qui réunit 32 associations au niveau national, est inquiète. On avait été plutôt rassurés par le discours du président de la République, mais déçus par les signes qui ont été donnés sur les annulations de crédit, les contrats aidés qui diminuent sans concertation. Voilà. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui rassurer les associations de PACA sur la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, et notamment quelles sont les perspectives, puisqu'on était quand même engagé dans un plan de lutte contre la pauvreté et l'exclusion qui avait des défauts, notamment sur la question de la territorialisation de ce plan, mais qui avait des avantages, notamment en termes d'interministérialité. Or là, on voit plutôt des publics qui sont ciblés. Voilà, donc question générale, est-ce que vous pouvez nous rassurer ou nous en dire plus ? Vous rassurer, ou au moins vous rappeler que l'État est et restera toujours aux côtés du secteur associatif, et j'ai été vraiment très attentif par vos interventions pour vous redire que la notion de co-construction, lorsque nous avons à mener des politiques publiques, est tout à fait essentielle. En tout cas, moi, je ne conçois pas mon travail sans associer toutes celles et tous ceux, et vous en faites partie, qui œuvraient sur le terrain au bénéfice des populations les plus fragiles. On a employé ce matin beaucoup le terme de transformation, et c'est vrai que nous sommes et nous allons être confrontés à des transformations assez importantes. On l'a dit, la nouvelle politique est d'abord et avant tout une politique du logement d'abord, qui vise à considérer qu'on ne peut pas engager d'action sociale, d'insertion, d'accompagnement des familles et des populations les plus fragiles s'il n'y a pas à minima un toit pour protéger et pour poser ces valises. Cette politique du logement d'abord, que nous allons déployer dans chacun des territoires, et qui a déjà commencé, puisque rappelons que Marseille a été à l'origine d'un dispositif qui visait justement à d'abord protéger, donner un toit et ensuite engager des mesures de soins et sociales, va se déployer dans chacun des territoires. La politique du logement d'abord ne veut pas dire abandonner la notion de parcours qui est chère à notre cœur dans le champ social, et qui d'ailleurs s'élargit à la notion de parcours de vie, et qui nous invite les uns et les autres, en respect et à l'écoute des besoins des personnes, et surtout pas pour, mais avec, de veiller à faire en sorte que de la mise à l'abri, du logement et de l'hébergement et de l'accompagnement vers le logement, on soit bien dans un continuum de prise en charge. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'incertitudes, y compris d'ailleurs de notre part, de savoir comment les choses vont pouvoir se décliner. Nous, en tout cas, au niveau local et régional, nous martelons que nous avons évidemment encore besoin d'avoir un dispositif d'hébergement d'urgence conséquent,
parce que nous avons à faire vivre et à défendre cette notion d'inconditionnalité qui est rappelée par la loi. Toute personne en situation de détresse sociale, médicale, a besoin d'être protégée et mise à l'abri. Mais pour autant, de considérer aujourd'hui que ce qui importe, une fois qu'on a mis en place cet hébergement d'urgence et qu'on s'inscrit dans un parcours, qu'il y a cette notion d'accompagnement social dans et vers le logement. Et c'est pourquoi la politique globale qui est mise en place, qui est une politique du logement, avec la création de logements supplémentaires, notamment des logements très sociaux, avec l'augmentation de la création des pensions de famille, des mesures d'accompagnement social dans et vers le logement, nous semble être une mesure adaptée. Pour autant, qu'elle soit bien séquencée dans le temps et donc qu'on ait quand même la possibilité de continuer à mettre à l'abri, et pour autant que le dispositif d'hébergement, et on a commencé à y travailler avec l'ensemble des acteurs, puisse aussi s'adapter. Et nous avons, en lien très étroit avec la FAS, avec l'URIOPS, avec tous les acteurs associatifs, avec aussi les personnes accompagnées qui avaient leur mot à dire dans le domaine, considérer que nous sommes aussi en attente des acteurs des centres d'hébergement et de réadaptation sociale, des CHRS, qui sont très dynamiques dans notre département et dans notre région, et qui peuvent, doivent apporter des solutions un peu alternatives, comme des CHRS hors les murs, comme des équipes mobiles qui vont vers les personnes, comme un accompagnement social qui d'emblée va vers le logement d'abord. Donc, qu'est-ce qui fait obstacle aujourd'hui à ça ? Je crois qu'il n'y a pas d'obstacle majeur, parce que finalement l'invitation qu'on a proposée à l'ensemble des acteurs, notamment dans le rapport d'orientation budgétaire, mais aussi dans les CEPOM, c'est que le secteur associatif, comme il l'a toujours été, soit force de proposition, d'innovation, d'anticipation, et permettent ainsi de pouvoir apporter des formules un peu alternatives, un peu nouvelles, un peu novatrices dans ce sujet de l'accompagnement social. C'est très important parce qu'on va, je pense, tout au long faire le lien avec cette notion de parcours. Moi, je crois très, très fortement aujourd'hui que cette transformation-là, nécessaire aujourd'hui, de dire on offre des parcours adaptés aux besoins des personnes et pas l'inverse, quels que soient les dispositifs, quels que soient les accompagnements aujourd'hui, est tout à fait essentiel. Alors on pourra y revenir parce qu'il nous manque encore des leviers, très certainement aujourd'hui, sur les financements, sur les systèmes d'information, sur la capacité aussi qu'ont les personnes à exprimer ces besoins de parcours, mais c'est tout à fait essentiel. Je ne sais plus qui disait il faut penser global et agir local. Moi, je serais tenté de dire aujourd'hui, il faut continuer, quelle que soit notre place, à penser globalement, mais il faut aussi penser localement, et certes agir localement, mais aussi agir globalement. Ça veut dire qu'il faut vraiment, quel que soit notre niveau, qu'on soit bien dans une dimension d'action dans les territoires, au plus près des besoins, pour améliorer les parcours des personnes, et notamment celles qui en ont le plus besoin. Alors peut-être, puisque forcément votre région est pas mal impactée par l'arrivée de personnes migrantes, on l'a évoqué au téléphone, voilà, comment finalement concilier les principes d'inconditionnalité de l'accueil et puis les baisses de budget que Géraldine nous a rappelées. Donc les objectifs de création de logements dans votre région, là, 9%, c'est ça seulement. Voilà. Donc comment finalement à la fois travailler avec la société sur ces questions-là d'accueil des migrants, parce que c'est un sujet quand même très, très polémique, et puis sans j'allais dire, empêcher les associations d'être innovantes. On a parlé du bénévolat tout à l'heure. On voit bien que effectivement les pouvoirs publics comptent aussi sur la société civile, avant tout sur les associations, mais aussi sur la société civile. Il y a tout un arsenal, ça n'a pas été évoqué aujourd'hui, mais dans les politiques publiques qui encouragent en fait le bénévolat par des contrats d'engagement citoyen, par des formations voilà, au bénévolat. Il y a une petite crainte, je crois, quand même aujourd'hui dans les associations. Et alors, voilà, Robert Laffort disait que le secteur avait été créé par les professionnels, qu'on ait un peu un retour en arrière finalement sur les questions de bienfaisance et de recours au bénévolat. Voilà. Je ne sais pas si ma question est claire, mais voilà. Est-ce qu'il y a vraiment une stratégie de l'État par rapport à ça, en disant finalement ça va coûter moins cher
Ça va coûter moins cher d'avoir recours à des familles bénévoles pour accueillir des personnes migrantes, pour accueillir des mineurs non accompagnés. Voilà, donc c'est un peu provoque, mais quand même, je vous la pose. Bon, 40% d'augmentation des demandeurs d'asile en PACA, 40% d'augmentation. Je pense que tous les territoires aujourd'hui sont impactés et au fond, ça nécessite que les pouvoirs publics soient extrêmement attentifs à répondre ou à essayer de répondre au mieux à ce flux migratoire qui est constant et qui, même si on sent depuis quelques semaines une certaine diminution, va rester structurellement important et va impacter nos politiques publiques. Notre première responsabilité pour le secteur social que je représente au niveau de l'État, c'est d'abord prendre soin de toutes ces personnes, ne jamais opposer une personne à une autre et considérer que c'est d'abord le besoin et pas le statut qui importe. Là, je me place du côté social de l'État. Bien sûr, il y a d'autres mesures que peut prendre en charge l'État, de reconduite à la frontière ou de renvoi pour des personnes qui n'auraient pas de statut, mais en tout cas, tant qu'elles sont sur notre territoire, mon rôle, ma responsabilité, mon devoir, avec toutes les équipes et avec vous, c'est d'abord de prendre soin, de mettre à l'abri et de faire vivre cette notion d'inconditionnalité. Alors bien sûr, nous sommes toujours confrontés à la question des crédits qui aujourd'hui sont ténus par rapport à l'ampleur des besoins. Pour autant, on a essayé au mieux, et vous avez essayé, et ça je le sais, hein, les représentants associatifs dans des conditions parfois extrêmement difficiles, hein, en ouvrant des centres d'accueil et d'orientation, des hébergements d'urgence, des PRADA, des mesures d'accompagnement social vers et dans le logement pour celles et ceux qui obtiennent un statut. Bref, le panel est quand même assez important et honore plutôt l'ensemble de notre secteur, même si je n'occulte pas l'enjeu des moyens qui, par définition, et particulièrement dans son domaine, sont extrêmement ténus. Pour répondre à votre question et rapidement, moi je considère que l'apport qui peut être donné par des bénévoles ou par d'autres formules doit être considéré comme complémentaire, mais pas palliative. Il est hors de question d'imaginer que le bénévolat, quand bien même nous serions et nous sommes dans une situation de dépenses publiques qui nécessite une attention et une efficience particulière, soit finalement palliative à des mesures de prise en charge. Elles sont complémentaires, nécessaires, parfois aussi intéressantes, parce que je sais que le réseau des familles bénévoles, hein, notamment qui se sont mobilisées pour accueillir des personnes migrantes, a tout à fait été essentiel et nécessaire. Donc moi, je le conçois plutôt comme quelque chose de complémentaire. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vais donner la parole peut-être à Madame Gauthier, parce que vous êtes, comme dans toutes les régions, en train d'élaborer le PRS2, donc le plan régional de santé, et voilà, un peu aux confins des politiques publiques par les orientations que les ARS vont donner pour la santé des publics, qu'ils soient d'ailleurs vulnérables ou pas. Voilà. Comment finalement le PRS aujourd'hui s'élabore et avec quelle concertation à la fois avec les associations dans le cadre de la démocratie sanitaire et avec donc les acteurs qui sont autour de la table, l'État pour le PRAPS par exemple, les jeunes puisque c'est aussi un axe fort des politiques publiques, la santé des jeunes, et puis bien sûr les personnes en situation de handicap et les personnes âgées. Donc comment il s'élabore, où est-ce qu'il en est, et puis si vous avez déjà des orientations. Oui, bien sûr. D'ailleurs, les grandes lignes ont été données tout à l'heure par une des intervenantes qui a parlé du PRS. Dire que nous avons bien avancé nos travaux. Vous savez qu'on avait une obligation normalement au 31 décembre et elle a été un petit peu décalée dans le temps. Nous sommes maintenant plutôt sur avril 2018 pour sortir notre PRS. Il n'empêche qu'on n'a pas arrêté ce qu'on avait commencé, ça nous donne juste un petit peu plus de temps, mais voilà. Il a été aussi beaucoup question, je rebondis sur ce que disait Jean-Jacques aussi, sur les parcours. Donc, et on a conçu notre PRS autour de 8 parcours qu'on estimait prioritaires, alors sans que ceux qui sont pas dans un parcours se sentent oubliés, mais on a effectivement les personnes, on a le PRAP, c'est un programme, mais on a les personnes âgés, en situation de handicap. Le PRAP, c'est le programme pour la santé des personnes en situation de précarité. Voilà, je me permets de... Voilà, donc on a des parcours personnes âgées, personnes handicapées, on a une santé mentale, on a maladie chronique, on a les jeunes, et j'en oublie. Mais tout ça pour dire, le parcours, c'est pas simplement la description de ce que devrait être un parcours idéal, c'est pas du tout ça, c'est plutôt quels sont les points de rupture
que nous identifions dans une prise en charge d'une personne handicapée, d'une personne âgée, qu'est-ce qui fait rupture et comment on peut éviter ces ruptures et travailler sur ces points de fragilité. Donc c'est comme ça que nous avons, que les parcours ont été conçus. Nous avons travaillé sur en groupe de travail que nous avons dénommé des instances collégiales régionales sur ces thématiques, où nous avons associé un grand nombre de partenaires. Ces instances pouvaient faire 25, 30 personnes. Donc forcément, le réseau associatif et l'URIOPS, comme il a été rappelé ce matin, étaient présents dans plusieurs de ces groupes de travail. Donc on est vraiment sur une concertation large. Il y a eu des journées régionales en décembre 2016, il y en a une en juin, et nous avons, ça me permet de faire l'annonce et un peu la publicité aussi, 2 journées, le 9 et le 10 novembre prochain au Palais du Pharo, où l'ARS renouvelle ce qu'elle a fait en 2015 à Toulon, les Agoras, où on vient un peu dire à nos partenaires ce que nous faisons. Et voilà, et on ne le fait pas tout seul, c'est-à-dire qu'on invite aussi, et certains d'entre vous seront peut-être sollicités très prochainement pour venir dire ce que vous faites avec nous. Voilà, donc c'est vraiment pas l'information descendante de l'ARS, voilà ce que l'on fait, mais plutôt voilà ce qui se fait sur nos territoires. Et à partir on parle beaucoup d'innovation, donc ça va être intéressant. C'est quoi pour vous l'innovation, justement, peut-être? Parce que c'est vrai que ça peut être un mot un peu... Alors, moi, je ne vais pas me situer dans l'innovation technologique, etc. Déjà, je dirais qu'on parle beaucoup de transformation de l'offre. Je voudrais faire juste un petit retour. Nous, on parle plutôt d'évolution. Enfin, je le vois dans le champ personnes âgées, personnes en situation de handicap, on fait évoluer. C'est-à-dire que l'offre, elle est là, elle existe. Et innover, c'est faire des choses. Aujourd'hui, on nous donne les moyens, en tout cas les moyens de la CNSA, de l'assurance maladie, nous permettent de lancer quelques expérimentations. Donc ça veut dire que pour l'instant, on n'a pas forcément des moyens pérennes pour tout faire, mais on peut se permettre de lancer des choses qui ne sont pas aujourd'hui, qui n'existent pas, qui ne seront pas les mêmes en PACA, ou dans les Hauts-de-France ou en Pays de Loire. Voilà, donc c'est qu'est-ce qu'on fait nous, et souvent les innovations, là on ne va pas être sur des appels à projets dont on parlait tout à l'heure, très formatés, des cahiers des charges, mais on voudrait faire ça. Qu'est-ce que vous nous apportez pour faire? Donc, j'ai entendu Jean-Jacques parler tout à l'heure d'un CHRS hors les murs et d'équipes mobiles. Nous, on fait la même chose sur les EHPAD et sur les IME et sur les masses. On voudrait avoir une masse hors les murs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la masse qui ne reste pas dans ses murs, mais qui peut sortir, accompagner une personne à domicile, voilà, apporter quelque chose. Les équipes mobiles, c'est sans doute un grand classique, mais c'est insuffisamment développé. Et puis l'EHPAD hors les murs, c'est la même chose. C'est comment l'EHPAD n'est plus seulement un établissement, mais aussi un centre de ressources, un centre d'expertise, comment il peut sortir, comment il peut apporter des choses. Donc l'innovation, c'est ça. Pardon. Est-ce que c'est un mouvement de désinstitutionnalisation que vous décrivez là? C'est un peu le serpent de mer du secteur. Alors, voilà, de se dire finalement... L'institution a vécu, maintenant, voilà, non. Au nom de l'inclusion... non, je pense qu'on a beaucoup parlé aussi de complémentarité. Il ne faut pas qu'il n'y ait que l'institution. Il faut autre chose. Aujourd'hui, on le voit bien, les personnes, elles ne veulent pas forcément rentrer en établissement. On l'a dit tout à l'heure pour les personnes âgées, elles y rentrent quand elles ne peuvent plus faire autrement. Mais on a aussi cette tendance dans le secteur du handicap, où on a des jeunes adultes, 25 ans, on m'avait donné cet exemple, il a 25 ans, il a une orientation femme, il va visiter le FAM, il y passe 3 jours, il dit « mais c'est pas ça ma vie ». Moi, je veux vivre en appartement, je veux... Et là, quel que fait le FAM, pour autant le foyer d'accueil médicalisé, excusez-moi, a une compétence, mais est-ce que c'est pas à lui de venir ? Voilà, donc c'est maintenir tout l'intérêt de nos établissements, de nos structures, mais pas simplement dans des murs et dans les mêmes murs. Les murs restent une solution, on les rase pas, c'est un peu facile comme voilà, mais c'est pas du tout ça, mais c'est faire autrement. Est-ce que la société, de votre point de vue, est prête à cette évolution? Parce que voilà, c'est aussi un nouveau paradigme de l'accueil des personnes en situation de handicap. Et voilà, si vous avez des exemples à l'école, dans l'emploi, puisque ça nous a été présenté tout à l'heure, c'est vraiment dans tous les domaines d'activité de... Alors, je dirais qu'on a la loi d'adaptation de la société au vieillissement. Celle-ci, même dans ses termes, elle est très intéressante. C'est la loi d'adaptation de la société.
pourquoi elle ne s'adapte pas aux personnes en grande précarité, pourquoi la société... Alors on ne va pas faire des lois, on ne va pas copier tout, mais c'est ça l'objectif, c'est comment la société doit s'adapter. Et je pense qu'on a quand même un mouvement qui s'amorce, en tout cas sur le champ du médico-social, qui s'amorce, qui nous amène justement à pousser un peu ces lignes-là, mais on ne peut le faire effectivement que si, au niveau associatif, il y a aussi cette même compréhension du problème et cette même volonté de dire oui, on y va, on va aussi dans ce sens-là. Après, on n'empêchera pas qu'ici ou là, des choses passent moins bien, mais je pense que c'est notre rôle aussi de pousser dans ce sens. On a parlé brièvement du logement inclusif ce matin. Alors, j'arrive avec une expérimentation qu'on va lancer en PACA, mais parce qu'il y en aura une dans chaque région, c'est très peu, avec 60 000 €. Mais comment on peut faire en sorte de voir comment un logement avec 5 personnes en situation de handicap, avec une petite aide médico-sociale, avec les aides de droit commun, comment ça peut fonctionner avant de parler de déploiement. Donc voilà, on est sur des choses comme ça. L'emploi accompagné, on l'a cité. Donc on est l'école. Alors l'école est un bon exemple aussi. La loi de 2005. Voilà, il y a encore pour autant des bugs sur son application, sa mise en œuvre. Alors une des difficultés sans doute aussi du côté de l'administration, c'est le problème des enveloppes. Donc voilà, pour être innovant, il faut aussi sans doute avoir... on est toujours dans un système en fait de non-fongibilité des enveloppes. Voilà, entre le secteur, l'autonomie, déjà, ça a été évoqué ce matin. Voilà, est-ce que cette souplesse-là, un jour, ce verrou-là, pardon, il sautera pour permettre justement aussi d'être beaucoup moins contraint. Alors, je ne sais pas répondre à cette question parce que la politique, décision, ouais, elle est sûr. politique, mais on sait bien toutes les difficultés. Je vais reparler des enveloppes personnes âgées, personnes en situation de handicap. Elles ne sont pas fongibles. Voilà. Moi, mais par contre, à l'intérieur de nos enveloppes, et moi je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur, sur le fait que l'héritage, on a des établissements très bien dotés, d'autres moins bien, mais presque dans vos propos, vous disiez, mais ça, c'est derrière nous. Et moi, je m'inscris un peu en faux, c'est pas encore complètement derrière nous. On a encore de gros décalages. Une même structure, foyer d'accueil médicalisé, MAS, qui va avoir, pour à peu près le même type de handicap, qui va avoir des dotations, parce que c'est pas si vieux que ça de voir des coûts à la place, même sur la dernière décennie. En 2005, on disait un coût de MAS, c'est tant. En 2007, c'était autrement. Maintenant, on nous laisse un peu gérer nous-mêmes. Mais du coup, on a de forts décalages. Et je dirais que nos enveloppes, elles sont aussi dépendantes d'opérer à l'intérieur une convergence. Alors, je sais, c'est un gros mot, peut-être pour certains, mais la convergence, c'est de dire, redonnons aussi un peu de moyens à ceux qui en ont le moins. Alors, on ne fait pas une convergence négative en reprenant de l'argent, on ne le fait pas au niveau de nos établissements à l'agence, mais on regarde un petit peu comment ceux qui ont plus de moyens peuvent mener des actions supplémentaires, aller plus loin, créer des choses que peut-être elles n'avaient pas envisagé de le faire. Et là, je vais introduire les CEPOM, ça va être notre outil pour dire, vous avez la capacité financière de faire plus, donc on vous demande de faire plus. Donc c'est aussi en cela, si vous voulez, il ne faut pas considérer que tout est figé, parce que sinon, effectivement, avec 0,80 d'augmentation des enveloppes par an, ça ne permet pas de faire des choses... Et là, votre propos est plutôt sur le secteur du handicap ? Oui, plutôt. Oui, voilà. Alors parce que sur le secteur des personnes âgées, la convergence, elle est opérée par la réforme de la tarification. Vous savez que nous, sur le soin, on est compétent sur le soin, sur les EHPAD. On monte progressivement, pendant 7 ans, on va monter tous les établissements au plafond soins. Voilà, donc on a une convergence qui peut être positive. Elle s'avère négative pour certains établissements, notamment dans le secteur public. Mais en même temps, on a ce travail sur la dépendance. Donc voilà, effectivement, la convergence existe sur le secteur PA, n'existe pas sur PH. Ouais. Donc vous appelez les associations peut-être à de l'innovation dans les financements, oui, et voilà, pour plus d'équité peut-être. Oui, je vais juste compléter ce que disait Dominique. La ministre des Solidarités et de la Santé va demander aux acteurs territoriaux d'expérimenter des modalités un peu différentes de financement. Et je pense que c'est un tournant très important et j'invite le secteur associatif à être prêt à répondre à cet enjeu qui, vraisemblablement,
va plutôt accompagner les parcours sous la forme forfaitaire, en considérant qu'on aura très certainement des parcours simples ou des parcours plus complexes, et que le forfait, alors est-ce qu'il sera donné aux structures, à des dispositifs ou aux personnes, ou un peu de chaque, aura vocation effectivement à accompagner ce parcours avec soit un financement à l'épisode de soins, soit avec une approche populationnelle, soit avec cette notion de parcours. Et donc je le dis parce que quand on parle d'évolution ou de transformation, comme le dit très justement Dominique, c'est ça aussi qu'on attend dans cette co-construction avec vous. J'aimerais d'ailleurs même que cela puisse s'accompagner dans le champ social, parce que, y compris dans le champ social, très certainement aujourd'hui, les modalités de financement ne sont pas ou plus adaptées à ces notions d'accompagnement et de prise en charge. Bref, de tendre la main dans chacun des territoires pour qu'on puisse expérimenter cette nouvelle forme de financement qui, très certainement, aujourd'hui est à la fois un frein mais aussi un levier, si on y arrive. Vous nous annoncez en fait une nouvelle réforme de la tarification. Eh bien, vraisemblablement, on a à peine puisque fini dans les discours de la ministre, il est effectivement sollicité cette réforme pour avoir peut-être d'abord par phase expérimentale la possibilité de financer un peu autrement. On y reviendra cet après-midi, je pense, avec Mayouen sur les questions de tarification. J'avais une dernière question pour vous, madame, et puis après je m'adresserai à madame Lanata, ça fera le lien. Dans la feuille de route donc, de la ministre de la Santé, elle a annoncé aussi un choc sur la prévention, choc de politique sur la prévention. Voilà, ça c'est vraiment un sujet sur lequel les associations sont toujours très inquiètes, parce que entre les discours parfois et puis là aussi les moyens, il y a eu quand même une forte déception dans le cadre de la loi de modernisation du système de santé, avec des budgets qui ont diminué sur la prévention. Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et puis un point du compte particulier avec Madame Lanata sur la prévention de la santé des jeunes. Voilà, parce que je crois que vous travaillez ensemble sur cette question-là. Alors, je vais répondre très brièvement parce que ce n'est pas mon champ de compétences, mais bien évidemment, on suit. La prévention, c'est effectivement très porté dans ce qui sera annoncé dans la stratégie nationale de santé. Voilà. Donc, effectivement, c'est que fait-on? On parle de prévention, on parle même d'anticipation. Enfin, la prévention, elle se joue sur tous les niveaux et tous les secteurs. C'est pas simplement ce qu'on a beaucoup entendu sur la vaccination, même si la vaccination est un point fort de la prévention. Mais la prévention, elle s'anticipe beaucoup aussi sur les domaines de la perte d'autonomie, sur les domaines du repérage et de poser un handicap. Enfin voilà, la coordination. Il y a tout ça. Et effectivement, la prévention, c'est pas une chose en soi. Elle navigue sur tous les secteurs d'activité, voilà, et elle est très très transversale dans son cœur même. Et c'est vrai que je pense que c'est important et qu'il faut arrêter de l'avoir par le petit bout de la lorgnette d'une action, on va dire on fait de la prévention, c'est pas ça. Sur la santé, alors juste pour déborder, dire aussi, ça a été, je l'ai vu sur un slide, mais ça n'a pas été dit, les enfants invisibles entre l'ASE, la PJJ et le handicap. Je voudrais dire qu'ils ne sont plus aussi invisibles que les figures-là, parce que c'est quelque chose qui remonte très fort en ce moment des départements. Pratiquement toutes nos délégations font état un peu des conseils départementaux qui font remonter cette problématique ASE, handicap et aussi PJJ. Donc on est vraiment là-dessus. On parlait de décloisonnement, il est vrai aussi au sein de toutes les politiques. Parce qu'on ne peut pas dire un enfant il est handicapé, mais après il retourne dans son foyer ou dans sa famille d'accueil. Il faut vraiment qu'il y ait la coordination aussi qui joue à ce niveau-là. Et comment elle fonctionne concrètement, cette coordination? Alors, on l'a construit, je veux dire, c'est facile. On l'a construit, mais il y a aussi des réponses à apporter. Et certains d'entre vous m'ont entendu le dire. Nous, on aimerait déjà, une des réponses, c'est que fait-on d'un enfant en rupture de prise en charge le vendredi à 15h, parce que l'IME a fermé, mais l'IME n'est pas un domicile. Et puis, il n'y a pas de solution au foyer. Donc, on va réfléchir au niveau de l'ARS à avoir dans chaque département quelques places d'accueil de crise. Alors, ce n'est pas du 52 week-ends par an, mais quelques week-ends en plus pour répondre à la problématique, au moins temporairement, en ayant quelques places comme ça. Alors, ce ne sera pas exclusif de l'ASE, ça pourrait être tous les publics qui potentiellement
sont en difficulté d'accueil. Donc et là-dessus, je voudrais finir avant de passer la parole, mais de dire que quand on parle d'évolution de l'offre, là aussi, je ne conçois pas le travail qu'on doit opérer comme étant uniquement celui de l'ARS. Et j'ai invité quelques partenaires, dont l'URIOPS et des gestionnaires associatifs, à travailler avec nous, à faire un peu une séance de brainstorming sur c'est quoi l'évolution, comment on fait évolution. Je parle du champ du handicap, là. Comment on fait évoluer l'offre aujourd'hui, qu'est-ce qui marche ailleurs, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc on va travailler un peu comme ça pour se construire de ce qui pourrait être justement des pistes pour demain. Très bien, merci beaucoup. Je vois qu'on m'a fait signe pour l'heure, donc c'est moi maintenant qui suis dans la situation où je dois... Voilà, donc Madame Lanata, donc une question sur effectivement la manière dont vous travaillez sur la santé des jeunes et surtout, qu'est-ce que vous observez aujourd'hui dans vos établissements sur la santé des jeunes. Et puis ensuite, une question peut-être plus générale sur les annonces, sur la création des CEF. Et puis, si vous pouvez nous dire un mot de la charte d'engagement réciproque, parce que je crois qu'il y a une charte d'engagement réciproque donc, qui a été signée la première région en PACA avec la PJJ. Et en fait, qu'est-ce que ça prend comme forme concrète de partenariat? Alors bon, je dois avoir peut-être 3 minutes avant que non, tout le monde soit en hypoglycémie. Juste, oui, effectivement. Alors je vais commencer par la charte, puisque je vous avais au téléphone là-dessus. C'est vrai que la PJJ, pour avoir discuté avec aussi des participants, a connu pendant quelques années une réorganisation et en 2005 un recentrage des mesures au pénal qui, du coup, l'a un petit peu effacé, on va dire entre guillemets, du paysage du secteur associatif, en tout cas au niveau de l'accueil et de l'hébergement, même si après, il y a le volet des MJE et des mesures de réparation sur le milieu ouvert. Et c'est vrai que depuis 2014, avec Madame Sultan et donc Madame Mathieu qui reprend tout à fait cette orientation de la continuité des parcours, on a réouvert à la marge, puisqu'on est à 3% là pour l'instant du nombre de nos mineurs au civil, mais à la marge, on recommence à imaginer plus le jeune dans son parcours, puisqu'on a tout réorganisé le secteur public, les nouvelles organisations territoriales, et il s'agissait avec cette note d'orientation 2014 et avec la charte qui en découle avec les fédérations associatives, de relancer un petit peu ce que disait M. Lafort aussi, des espaces, je crois, de concertation, d'innovation. Nous, on ne parle pas d'innovation à la PJJ, on parle d'adaptabilité, mais ça va aussi dans la démarche dont on a entendu parler, sur la démarche de consensus pour les besoins fondamentaux de l'enfant, puisqu'on rejoint les conseils départementaux et la loi de 2016 là-dessus, de se dire comment on va être au plus près du besoin de l'enfant dans une notion de parcours global, mais tout en imaginant des solutions locales et en respectant les spécificités du territoire. Voilà, je fais le cours, mais voilà, c'est un petit peu les enjeux, j'ai entendu de part et d'autre. Je pense qu'ils sont importants. Alors, un gros travail avec l'ARS sur PACA. Juste sur la charte, parce que je me disais... Oui. Oui, sur la Donc, charte. Elle est déclinée sur PACA. Oui. Et elle aura donné lieu à des réunions régulières avec l'URIOPS notamment, à des colloques qu'on a organisés ensemble. Le premier sur la question de la laïcité, la lutte contre la radicalisation, puisque c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup à la PJJ et au ministère de la Justice. Ensuite, on a fait un travail aussi sur le parcours de l'enfant, conseils départementaux PJJ aussi, ces parcours des enfants qui malheureusement ne peuvent pas être accueillis dans leur famille, voilà, dont il faut s'occuper. Et ensuite, on a aussi proposé des formations croisées. Donc, on a des formations croisées. Cette année, on avait organisé avec le pôle territorial de formation de la PJJ une formation pour les cadres chefs de service sur la communication non violente, sur la gestion de la violence dans les établissements, puisque c'est un sujet qui est prégnant pour le secteur public, le secteur associatif aussi. On a pas mal de lieux d'accueil, donc des MEX qui ne sont plus habilités justice, avec une problématique justice des mineurs délinquants qui a évolué aussi. Et qui fait que, voilà, avec ce recentrage au pénal, avec l'ouverture aussi des CEF, donc de structures plus contraignantes dans le secteur public comme dans le secteur associatif, voilà, ça a rebalayé, je pense, les cartes aussi dans les relations des territoires avec le secteur associatif. Mais voilà, donc la charte est vraiment, je pense, le signe que la PJJ, depuis 2014, essaye de renouer, en tout cas au niveau d'instances de formation croisée, avec le secteur associatif. La charte, je rappelle, c'est une déclinaison d'une charte nationale qui a été signée ça, en 2014. C'est une lettre d'amour, en fait.
qui a été faite aux associations, de manière générale, signée entre l'ADF, l'État, l'Association des régions de France et puis le mouvement associatif qui représente toutes les têtes de réseau. Donc je dis souvent qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Donc il faudrait pouvoir savoir comment cette charte vit dans les différents secteurs et comment elle se concrétise. Je crois qu'il y a un bilan de la charte qui avait été fait au niveau national par l'UNIOPS notamment. Comment concrètement ces signes sont donnés. En tout cas, on essaye qu'elle se décline de manière concrète dans les réunions qu'on fait régulièrement. Mais après, voilà. Très bien. Donc sur la question de l'ARS et de la santé, rapidement, effectivement, nous avons été associés à l'élaboration du PRS2. On participe aux Agora, c'est une très bonne nouvelle, puisque nous, l'objectif, c'est vraiment de sensibiliser tous les professionnels à la question de la santé au sens large. Vous parliez de santé, alors, on a un programme santé, PJJ bien-être, PJJ promotrice de santé depuis 2014 aussi. On essaye d'être sur le champ de la prévention. Alors nous, évidemment, des addictions, c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup, parce que c'est quand même la deuxième cause de mortalité des jeunes en PACA, la question des addictions. Donc c'est un peu compliqué, mais je pense qu'on travaille bien avec l'ARS, on aura un atelier aux Agora, donc on en est très content. Et puis on est aidé aussi par le secteur associatif, et notamment par le CRES et le CREAI, qui sont vraiment partie prenante et qui nous aident beaucoup à faire lien justement aussi avec le secteur associatif. Merci. Vous confirmez donc l'annonce que Cécile a faite. La bonne fait nouvelle, vous voulez ? Tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Une bonne nouvelle. Le décret qui, en fait... Non, alors la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement... Annuler des crédits pour la PJJ. Les 16 millions d'euros qui n'avaient échappé à personne, le gel budgétaire, enfin, voilà. On a eu la chance d'avoir une gestion plutôt favorable sur la région sud-est, puisque la PJJ comprend la Corse aussi. Et nous avions prévu des appels à projets qui n'ont pas pu avoir lieu ou des ouvertures d'établissements. Et heureusement pour nous, ça nous a permis de ne pas impacter le secteur habilité ni exclusif, parce que c'est en premier lieu on paye l'exclusif bien sûr, ni le conjoint. Et donc voilà, il n'y aura pas d'impact budgétaire sur les structures qui travaillent déjà avec nous, puisqu'on a réussi à faire le jeu des vases communicants. Voilà. Donc c'était pour la bonne nouvelle. Oui, voilà, Monsieur Faure. Donc vous êtes directeur de l'autonomie donc au Conseil départemental du Var. Peut-être revenir sur la réponse accompagnée pour tous, donc qui est une alors là aussi j'ai envie un peu d'être provoque parce que la finalité est noble, c'est-à-dire de vouloir que personne ne reste sans solution. Après, est-ce que c'est pas un peu du bricolage parfois, voilà, je pèse mes mots, mais est-ce qu'on n'est pas en train de pallier à des déficits finalement d'un système pour tous, enfin équivalent pour tous, voilà, alors, parce que mais vous comprenez bien le sens de ma question. Tout à fait. Alors déjà, c'est un défi pour nous. Vous avez posé la question, Madame Gauthier, oui. Qu'est-ce qu'innover ? Voilà, votre micro. J'ai ma réponse déjà à cette question-là. Qu'est-ce qu'innover ? Je crois qu'innover, c'est déjà se mettre autour de la table. Alors quand je dis nous, c'est l'ARS, le département, mais aussi les gestionnaires d'établissement, l'éducation nationale, les organismes de sécurité sociale, c'est ce que nous avons commencé déjà à faire. Et c'est se mettre autour d'une table pour trouver des solutions concrètes à des situations concrètes. Parce qu'on voit bien que la notion de parcours dont tout le monde a parlé ce matin, elle est importante et elle se décline dans la réponse accompagnée pour tous. Et cette notion de parcours est un défi pour nous et on arrivera à le relever que si on arrive à modifier nos pratiques, aussi bien vous, gestionnaire d'établissement, que nous, autorités de tutelle, autorités d'autorisation et de tarification. Et ce défi-là, nous avons à le relever. Et nous voyons bien combien il est difficile de le relever. Et c'est aussi un défi pour nous à relever parce qu'on n'a pas le choix. Et ça rejoint votre question. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix parce qu'il y a aujourd'hui, sur notamment le département du Var, c'est celui que je connais, un grand nombre de personnes qui sont à domicile en attente de place en établissement. Alors sur le département du Var, nous avons à peu près 300 personnes qui ont une orientation masse et qui attendent des places, 200 qui ont des orientations femmes et qui attendent des places, et environ presque 250 qui attendent des places en foyer occupationnel. Donc ce défi-là, on n'a pas le choix, parce que ces personnes-là qui sont à domicile, elles attendent une réponse de notre part, mais aussi de la vôtre, pour pouvoir les admettre dans vos établissements. On voit qu'on arrive à trouver des solutions à travers la PCH, la prestation de compensation du handicap, mais cette prestation-là, elle ne permet pas de pérenniser les situations au domicile. On le voit bien lorsque les parents vieillissent, lorsqu'il y a des hospitalisations, ou lorsque tout simplement les parents ont besoin de ce répit-là, ça craque à domicile et c'est là où on doit intervenir pour trouver des solutions.
Donc non, je ne crois pas que c'est soit un leurre, la réponse accompagnée pour tous. Par contre, oui, c'est un défi majeur pour vous et pour nous aussi. Et je crois que vous êtes un des départements qui a été expérimental, non, sur cette... Non, Non. d'accord, ou vous êtes Alors, embarqué dans la deuxième vague, peut-être. On va y rentrer. Non plus. à la- Bon, bah, pardon, je me suis trompée. Pardon, vous vous adressez à Mme Gauthier peut-être, non? Bon. Enfin, on va y rentrer à la fin de l'année. Mais par contre, on avait commencé déjà à y travailler à travers la commission des situations critiques, où on se réunit depuis maintenant 2 ans avec l'ARS et les partenaires sur ces situations concrètes. Donc on a bien avancé, voilà, et on avance avec tous les partenaires sur le département du Var. Alors, peut-être un dernier sujet avec vous, monsieur, c'est la question de tout l'outillage de la loi d'adaptation de la société au vieillissement, avec toutes ces nouvelles instances qui ont été créées. En fait, c'est vrai, l'une d'entre vous l'a dit, je crois qu'en 1 an, on a créé une douzaine de nouvelles instances de concertation. Voilà. Finalement, on en perd un peu parfois son latin en se disant mais où est-ce que les décisions se prennent? Qui décide? Voilà, on reconfigure un peu toutes ces instances. Alors là, les CDCA, donc les conseils départementaux de citoyenneté et de l'autonomie, voilà, qui ont été créés par la loi ASV, font fusionner en fait des dispositifs qui existaient avant. Je crois que vous avez des difficultés finalement pour les mettre en place. Peut-être parce que vous ne trouvez pas de représentants toujours, parce que pour les associations aussi, c'est difficile d'avoir des représentants et des délégations, des mandats, de trouver des personnes disponibles et compétentes. C'est vrai que les départements ont du mal à installer les CDCA. Nous l'installons le 9 octobre. Nous sommes parvenus à faire signer l'arrêté auprès du président du département du Var. Et la difficulté, c'est réunir 80 personnes. Ouais. C'est énorme de trouver 80 personnes capables de siéger dans une même commission. Et on voit bien ce qui arrive derrière, c'est faire vivre cette commission. On ne peut pas que ce soit une commission inerte. Et la difficulté, ce sera vraiment de faire vivre cette commission. Oui, c'est difficile de la mettre en place, mais je dirais de manière globale, c'est la loi ASV qui nous impacte fortement, aussi bien vous que nous, les départements et l'ARS, à travers le CDCA, mais aussi la conférence des financeurs. Parce qu'on voit bien que l'ingénierie que ça demande derrière, pour les départements et pour l'ARS également, pour mettre en œuvre une telle conférence des financeurs avec les crédits de la CNSA qui arrivent, et où parfois des difficultés à trouver des projets qui tiennent à la route. Ah oui. Vous avez les appels à projets, mais vous n'avez pas les réponses en face ou pas exactement Pas forcément. Et on le voit bien que parfois, on manque de crédits sur certaines thématiques, et notamment des crédits de la CNSA. Autant sur d'autres, on en a trop. Et c'est le cas de la conférence des financeurs. Ne dites pas ça devant cette assemblée. Non, mais il faut le dire, je crois qu'il faut dire la vérité. C'est difficile de trouver des appels à projets en matière de prévention, ou en tout cas des projets qui tiennent la route, en tout cas. Donc oui, difficulté pour le département pour mettre en place la conférence des financeurs et le CDCA. Peut-être qu'il faut attendre un choc de simplification de toutes ces instances, parce que vraiment, même nous, pour tenir nos mandats à jour et savoir qui siège où, c'est quand même, Oui. Ça nous prend du temps. Et on ne parle même pas des PTA, des Maya, Voilà. des clics qui s'entrechoquent et dont les compétences deviennent un peu confuses. Eh bien, nous aurions pu en parler, mais là, je crois que voilà, nous sommes appelés pour le déjeuner. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. C'est toujours frustrant, mais merci de vous être prêtés à l'exercice.